On revient avec vous, chers invités, pour la suite et la fin de ce débat. On était au Nigeria tout à l'heure. Vous avez écouté les réactions des Nigérians. D'abord, Bola Ahmed Tinubu, qui est élu président de ce pays, puis Kizito Daniel, lui il est ingénieur en automobile, il parle de fraude. Ensuite, on a écouté Aminou Ali, lui il pense que les élections se sont déroulées, il faut aller de l'avant. Et puis le président du parti travailliste, le président qui a porté, si on peut le dire, Peter Obi en troisième position selon les résultats de la commission électorale nationale. Il s'agit de Julius Abouré. Vos réactions, chers invités, Achraf Ourosama. Oui, mais bon, c'est la problématique qui revient toujours, la crédibilité des élections en Afrique. Et donc, le Nigeria n'échappe pas à cette règle. On sait très bien que c'est un pays qui a une démographie extrêmement importante et que l'organisation d'une élection présidentielle dans un tel pays n'est pas évident. Oui, certes, il y a des pays qui ont une démographie beaucoup plus importante que le Nigeria, mais c'est des pays qui ont, disons, la technologie ou qui ont une meilleure organisation vraiment des événements. Ce n'est pas le cas du Niger. Maintenant, pour revenir aux élections, ou l'élection de la fois dernière, ce qu'il faut noter, c'est que, oui, certes, on note des incohérences, des irrégularités à bien des égards sur l'ensemble du territoire. C'est pour cette raison que l'opposition aujourd'hui brandit l'argument de la fraude massive. Et donc, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que dans toute élection, il y a ce qu'on appelle le contentieux post-électoral. Donc, il ne faut pas préempter la décision des institutions habilitées à proclamer les résultats définitifs. Et donc, je crois que l'opposition doit avoir raison gardée et d'être beaucoup plus souple dans leurs déclarations parce qu'il faut éviter des mouvements insurrectionnels au Nigeria parce que cela va entraîner vraiment des conséquences fâcheuses. Donc, il y a un contentieux post-électoral. Tout ce que les partis d'opposition ont à faire, c'est de réunir toutes les preuves matérielles qui peuvent convaincre aujourd'hui le juge constitutionnel d'invalider les élections et d'appeler à une nouvelle organisation des élections. On l'a connu au Kenya, où le juge constitutionnel a jugé que les élections n'ont pas été sincères, que les élections n'ont pas été crédibles, et il a tiré les conséquences qui en découlent. Donc, ici, dans le cas d'espèce, je veux parler du cas nigérien, jusqu'à preuve du contraire, c'est la commission électorale qui a proclamé les élections. Donc, je ne sais pas si le juge constitutionnel l'a proclamé. Donc, s'ils estiment qu'ils ont des preuves matérielles, il vaut mieux les réunir, parce qu'il y a un processus, disons, prévu par le code électoral, où vous avez des moments de contestation. Si vous avez des preuves matérielles, vous devez les brandir devant le juge. Donc, je crois qu'il y aura une prestation de serment. Il y aura une prestation de serment et c'est le juge constitutionnel qui est censé maintenant de proclamer les résultats de manière définitive. Donc, j'appelle à l'opposition nigériane de ne pas négliger le contentieux électoral, parce que si on a des preuves suffisantes pour invalider les élections, c'est devant le juge institutionnel. Donc, je crois que la contestation des résultats doit se faire dans un cadre institutionnel et non dans la rue. Parce que nous avons cette logique-là de contester vigoureusement les élections dans la rue, de décrédibiliser souvent ce que l'institution en charge d'habiliter les élections a comme résultat. Donc, je crois qu'il ne faut pas être dans une position de défiance vis-à-vis des institutions habilitées à proclamer des élections. Il faut donner une confiance absolue à ces institutions-là de proclamer les résultats les plus convenables retenu objectivement, parce que nous ne voulons pas rentrer vraiment dans un cycle infernal, parce que nous savons très bien que c'est un pays également qui fait face au djihadisme, qui est dans une situation d'insécurité. Je n'exonère pas le vainqueur de toute responsabilité, parce que si il a orchestré des fraudes à l'échelle nationale pour gagner des élections, ce n'est pas à nous d'apprécier. Il y a des institutions qui sont habilitées à invalider des élections de cette nature. Alors, comme Valentin Mayaba, on sait que Bola Ahmed Tinubu, c'est le candidat du parti au pouvoir, si on peut le dire, c'est le dauphin du président sortant Bouhari. Il recueille 8 millions de voix. Et derrière lui, il y a le PDP, le parti de l'opposition, porté par Atiku Boubacar.
6,8 millions. Et puis le jeune Peter Obi, en tout cas jeune par rapport aux deux autres, Peter Obi, 6,1 millions de voix. Alors les deux ont promis être ensemble pour contester les résultats des élections. Ça fait déjà, si on voit les chiffres donnés, 12,9 millions de Nigérians. Oui. Bon, en fait, moi je dis, c'est ça aussi qui est dommage en fait en Afrique. Quand on veut la démocratie et les principes de démocratie aussi ne sont pas respectés en termes d'organisation des élections, en termes de fiabilité dans la transcription des résultats. Je crois que ça pose problème. C'était une promesse que cela doit se faire par voie électronique. Effectivement, il y a eu des couacs, il y a eu des irrégularités. Tel qu'on le dit, c'est vrai qu'aucune élection n'est jamais transparente à 100%, c'est le moindre mal. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons demander, éviter le bain de sang, qui est encore, vous connaissez déjà que le Nigeria est habitué à ce cycle de contestation, de violence après des élections, même au cours de comment l'appelle-t-on, pendant les campagnes, j'allais dire, il y a eu des exactions qui ont été commises sur des hommes politiques, les gens ont été assassinés. Donc aujourd'hui, les élections sont déroulées, quel que soit ce que nous allons dire aujourd'hui ici, nous constatons que certes, même il y a l'autre française de choses qui a réitéré vraiment que ces élections n'ont pas été transparentes. Moi, je dis, c'est des voix comme ça, ma foi. Je n'aime pas ces genres de déclarations. C'est appeler les gens à une révolte, à une insurrection qui ne va pas aboutir. Vous appréciez peut-être plutôt la position de la CEDEAO. Oui, justement, qui dit que la victoire. Effectivement, c'est le mot qu'on utilise souvent quand on organise des élections. C'est-à-dire on sait que malgré des irrégularités, ça a été accepté. Donc, c'est pourquoi je dis les élections en Afrique, c'est des mascarades d'élections. Il n'y a pas d'élections qui sont clean à 100%. Il y a toujours des couacs. Même aux États-Unis, partout que vous allez, il y a toujours des irrégularités. Mais ici, on a constaté que ces irrégularités ont été trop criardes et que les gens constatent que ce n'est pas comme ça qu'on organise des élections dans un État comme le Nigeria. Mais quand on prend les États-Unis, on ne va pas. C'est vrai que Trump l'avait fait entre-temps. Aujourd'hui, on se souvient. Oui, on se souvient de Trump. Aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, les élections, d'abord même le retard dans la publication des résultats. Vous voyez déjà, ils avaient promis de donner des résultats, je crois, le mardi. Pour certains, c'est le moment. Donc voilà, donc il fallait jouer sur certaines fibres et tout. Aujourd'hui, ça a été donné, le vainqueur est là, on dit il faut des recours. Mais aussi, l'opposition ne doit pas dire qu'il faut annuler des élections comme ça parce que, comme il a dit, ça coûte. Non seulement ça coûte, comme il y a un cadre juridique qui est destiné pour des réclamations. C'est seul le juge constitutionnel peut valider ou invalider une élection. Et donc aujourd'hui, dans ce cadre-là, je sais que ça ne va pas apporter grand-chose. C'est pourquoi je dis, celui qui a été élu, il a dit clairement, il dit, c'est vrai, aujourd'hui, il a été élu. Il y a d'autres aussi qui ne l'ont pas choisi, mais il devient président de tous les Nigériens. Donc cela voudrait dire que c'est quelqu'un qu'on a pris pour gouverner. Donc acceptez que cela soit ainsi. Quand vous allez vous penser sur des clichés de démocratie, que c'est la transparence, il n'y aura pas de transparence. C'est pourquoi nous sommes en retard. Nous sommes en retard parce que nous voulons imiter ce que nous ne pouvons pas faire. Ailleurs, ce n'est pas comme ça se fait. Mais quand on parle de transparence d'élection, il y a des courants, il y a des mécanismes sur lesquels les gens se basent pour organiser des élections pour que ça ne soit pas plus de ces irrégularités-là que nous constatons beaucoup plus notoires sur le sol africain. Mais après, on dit que c'est le peuple qui a choisi. Ce n'est pas le peuple, c'est taillé sur mesure. C'est aussi ça le problème. Donc, nous voulons la démocratie. Nous ne respectons pas les principes de démocratie. Mais malheureusement, nous disons que c'est des pays à grande démocratie. C'est des efforts, c'est des sacrifices. Il faut consentir dans ce sens-là. Quand on parle de démocratie, ce n'est pas le mot. C'est des actes qu'on pose qui sont des résultants de ce qu'on appelle les principes sacro-saint de la démocratie. Donc, à mon avis, ce qui se fait en Afrique généralement, pas seulement du Nigeria, ce qui se fait
c'est difficile pour un président sortant qui perdent le fauteuil présidentiel. Ça, c'est arrivé ailleurs, nous avons vu. Mais je vous dis, c'est difficile. Puisque on dit, par exemple, quand vous regardez dans les pensées humaines, on dit non, qu'il n'a pas préparé son arrière. Ce n'est pas lui qui prépare l'arrière. C'est le peuple qui choisit selon le programme que vous présentez. Ailleurs, vous n'allez pas tenir ce langage comme les pays à grande démocratie. Est-ce que quelqu'un dit qu'il n'a pas préparé sa succession? Ça ne se dit pas. Donc, à mon avis, il faut quand même que nous ayons quand même cette intelligence de pouvoir faire respecter cette démocratie-là. Si nous voudrions la bien ou au pire des cas, et bon, nous allons rester dans la monarchie. Oui, une minute. Non, c'est pour... Parce qu'il faut vraiment faire la pédagogie sur un certain... Tu sais, la problématique vraiment des questions électorales, hein, des élections en Afrique, elle est extrêmement difficile à explorer. Parce que ce qu'il faut connaître, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en droit constitutionnel. On parle des démocraties libérales ou substantielles, c'est-à-dire que des démocraties beaucoup plus avancées. C'est-à-dire dans la classification des régimes politiques en Afrique, souvent, vous avez le politologue camerounais Onan Guini qui a essayé de faire une classification des régimes où on parle des régimes hybrides. C'est-à-dire que en Afrique, nous avons des régimes hybrides, c'est-à-dire une conciliation des régimes autocratiques et des démocraties. Et donc, il faut passer par des régimes hybrides pour atteindre le stade avancé des démocraties libérales. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une sorte de démocratie procédurale, comme on le dit en droit constitutionnel, c'est-à-dire que cette démocratie-là qui consiste à afficher tous les symboles de la démocratie libérale, mais en réalité, la substance n'y est pas. Bon, moi, je le dis parce que, vous savez, pour construire une démocratie, c'est un combat du quotidien, c'est une trajectoire qui doit être lisible depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Certes, il y a eu des crises politiques permanentes. C'est en raison de la spécificité des régimes hybrides que le professeur Onan Guini a classifié. Donc, entre les démocraties, entre les régimes autocratiques et les démocraties libérale, l'Afrique a une sorte de démocratie qu'on qualifie d'hybride et une conciliation de l'autoritarisme et des démocraties libérales. Allez, chers amis, on va filer au Togo, votre pays. Le Togo va bientôt se doter d'un schéma national d'aménagement du territoire. Le processus a été officiellement lancé ce mardi 28 février 2023 à Lomé par le Premier ministre Victoire Toméga Dogwe. Les travaux prévus pour durer 8 mois devraient permettre au pays de se doter d'une vision spatiale pour réduire les déséquilibres constatés non seulement entre la capitale Lomé et le reste du territoire, mais aussi entre les différentes régions. Le projet vise en outre à mettre fin au laisser-faire territorial et favoriser l'accès équitable des populations aux services sociaux de base. Valentin Komi Mayaba, votre première réaction sur cela? Oui, je crois que c'est une bonne initiative. Aujourd'hui, depuis longtemps, nous avons dans ce pays déploré l'absence d'un document ou d'un plan stratégique de la ville ou d'un plan d'aménagement justement du territoire. Et donc, aujourd'hui, s'il faut se doter d'un document qui va mettre en place tous les mécanismes qui puissent permettre au territoire de s'ériger des infrastructures sociaux de base et tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, je crois qu'il faut le saluer. Mais aussi comprendre que c'est un travail qui a été mené en amont avec les hommes de la société civile, les personnes ressources, vous voyez, même les collectivités territoriales. Tous ont réfléchi sur cet aspect-là avant qu'on ne pense à doter du pays d'un plan, d'un schéma national d'aménagement du territoire. C'est une bonne initiative, sauf que depuis un moment avec même ce qui est en train de se faire, parce que vous savez qu'il y a eu des clivages dans ce qu'on appelle l'aménagement du territoire, parce que ailleurs on se dit que pour élaborer des infrastructures sociaux de base, on vous dit que vous êtes de tels lieux, d'autres sont lésés parce qu'ils sont loin de Lomé ou peut-être loin de la capitale. Donc aujourd'hui, il faut arriver dans un document clair, définir les lignes qui puissent permettre, quel que soit ton lieu de résidence, que tu puisses profiter justement
de ce plan-là. Ce plan concerne, quels sont les acteurs? Il y a tout le monde concerné, hein. Il y a les gens de la société civile, il y a les élus locaux. Je veux parler bien des élus locaux. Il y a les personnes ressources, il y a l'administration qui est impliquée. Donc, c'est ensemble qui vont élaborer ce plan. Donc, surtout qu'il y a des experts, c'est le ministère du Plan et de l'aménagement qui est chargé de l'élaboration de ce document-là. C'est pendant 8 mois pour avoir le document. Maintenant, on a lancé officiellement. Nous attendons après les 8 mois. Qu'est-ce qui va sortir? Quels sont les éléments probants qu'ils ont pu mettre dans ce document-là pour qu'on puisse, de temps, puisque c'est pratiquement plus de 50 ans, le plan-là, le document-là serait viabilisé pendant plus de 30 ans parce que vous allez suivre les directives de ce document-là pour donner une image de notre pays par rapport aux infrastructures sociales de base, par rapport, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les zones même que nous voyons, des zones à risque, comme des zones qui sont à risque d'insécurité et tout ça là, doivent bénéficier de ce schéma national d'aménagement du territoire parce que si des infrastructures sont ici et que les gens qui sont là-bas sont lésés pour compte, ça amène aussi les populations à être versées dans la masse pour être enrôlées dans le terrorisme. Donc, ça veut dire que tout le monde doit avoir en idée ou en tête que le plan d'aménagement, le schéma national d'aménagement du territoire doit être un document sur lequel les gens doivent, les gouvernants surtout, doivent réfléchir, puisque c'est l'approbation de tous les leaders d'opinion qui doivent y mettre, les hommes de la société civile, les leaders d'opinion, tout ce que vous connaissez, doivent y verser leurs préoccupations et qu'on prendra compte pour sortir un document sur lequel, pendant 10 ans, 30 ans, 20 ans, 50 ans, qu'on puisse suivre ce document-là et élaborer le plan d'action. Donc, à mon avis, c'est un bon document. Il ne faut pas que ça s'arrête au lancement. Il faut forcément qu'on produise le document et qu'on suive. C'est-à-dire qu'il a dit dans un des sujets ici, on ne peut pas rester dans l'étape d'élaboration. Il faut la mise en œuvre. C'est-à-dire que quand vous avez un document qui est déjà produit, il faut qu'à chaque fois que vous voulez faire référence à une initiative, vous pensez à ce document-là, vous prendre qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas faire des erreurs. Parce qu'aujourd'hui, le Togo a failli parce que nous n'avons pas ce document-là. Et ce document-là, je crois que c'est un document précieux. Et on le dit, ça va résoudre un certain nombre de problèmes. Ça va résoudre un certain nombre de temps. Si tant est que les gens prennent soin d'élaborer ce document-là tel qu'il est conçu, tel qu'il a été voulu, je pense que nous n'allons pas souffrir. Les villes que nous voyons ailleurs, nous qualifions que Accra est comme ça. Ça n'a pas été conçu du jour au lendemain. C'est des programmes comme ça, c'est des stratégies que les gens ont adoptées, c'est des mécanismes que les gens ont mis en place, c'est des documents que les gens ont élaborés. Et à partir de ce document, on sait, aujourd'hui, je venais à l'émission ici, je suis en train de voir la mairie Golf Day en train de casser les... S'il y avait ce plan, et ce document précieux-là, aujourd'hui, on n'en arrivait pas là. Les gens sauraient que non, ce n'est pas à quelqu'un de vous dire que ici n'est pas bon, il faut le faire, ou au gouvernement de dire que comment est-ce qu'on ne peut pas faire les choses dans ce que nous appelons l'improvisation. Il faut aller vers le concret. Il faut montrer que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, voilà comment notre pays serait. Et donc, à partir de ça, vous élaborez des infrastructures sociales de base qui soient bénéfiques, que tu sois à la capitale ou dans un milieu rural, que tu sois bénéficiaire de ces programmes-là ou de ces des infrastructures-là qui ne soient pas lésés, parce que nous sommes tous issus, nous sommes tous les fils et filles d'un même pays ou d'un même territoire. Et donc, je pense que c'est un document que nous avons, avec le lancement qui a été fait, avec les maires qui étaient là, les hommes de la société civile, tout y était là. C'est pour permettre à ce que la mise en œuvre de ce document-là se fasse pendant 8 mois, c'est rien. Si on arrive à avoir le document, il faut qu'il y ait du suivi pour que dans l'effectivité, qu'on puisse utiliser ce document-là pour reconstruire, pour avoir un plan de la ville, un plan d'aménagement du territoire, bien évidemment. Et je crois que c'est un souhait. Le Togo est en train de poser des pas. Ces pas-là, ça ne doit pas s'arrêter que dans les lancements. Je le dis et je le répète toujours, il faut aller dans les actes, il faut concrétiser ce que nous sommes en train de faire pour être au bénéfice de la génération qui est en train de venir. Alors, ce schéma est un outil, comme vous l'aviez dit, à la fois stratégique et technique qui a pour but d'intensifier la mise en œuvre des infrastructures de base au profit des populations
quelle que soit leur localisation sur le territoire Tout à national. fait. Il sera un outil d'accélération des réponses, en particulier dans les zones exposées à la menace sécuritaire, indique la chef du gouvernement, Ashraf Orosama. Oui, oui, ce qu'il faut noter, bon, c'est vraiment une initiative vraiment louable, et que je juge peut-être tardive, mais bon, comme on le dit souvent, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, je crois que c'est une initiative et la démarche, elle est quand même, il faut noter le caractère inclusif de la démarche du gouvernement. C'est-à-dire tous les acteurs aujourd'hui sont impliqués et dans l'élaboration d'un document d'aménagement du territoire. Bon, vous savez, moi, je l'ai toujours relevé, hein, parce que quand vous prenez par exemple les mégalopoles, je veux parler des villes qui concentrent une démographie quand même plus ou moins élevée. Et quand vous regardez par exemple le périphérique, je veux parler des petites villes ou même des villages. C'est-à-dire il y a un développement inégalitaire du territoire au Togo. Ça, il faut le relever. Il suffit tout simplement de regarder la désertification du service public. Vous avez des communautés qui sont laissées totalement à eux-mêmes. Je ne dis pas que les efforts ne sont pas faits. Il y a des efforts qui sont faits, mais c'est parce qu'il n'y a pas un plan stratégique vraiment d'aménagement du territoire qu'on peut constater de telles disparités. Et les disparités peuvent entraîner des conséquences vraiment fâcheuses. Vous voyez, des conséquences vraiment fâcheuses. Parce que je prends par exemple le cas par exemple du Mali ou du Cameroun. Si vous avez les partis anglophones aujourd'hui qui réclament la sécession, c'est parce qu'ils estiment qu'il y a un développement également inégalitaire du territoire qui ne bénéficie pas des prestations de services publics de qualité ou même qui ne bénéficie même pas du tout. Et donc, je crois que c'est un plan d'aménagement du territoire qui consiste vraiment à non seulement rendre beaucoup plus égalitaire le développement du territoire et à répartir aussi équitablement la richesse du pays. Et c'est l'une des conséquences aussi, le principe aussi de l'égalité républicaine. Le principe de l'égalité républicaine s'applique aux individus, mais aussi aux communautés et aux villes. À l'ensemble du territoire. Bon, maintenant, les acteurs, quel peut être le rôle aujourd'hui des acteurs? Quand je prends par exemple les élus locaux, oui, les élus locaux peuvent jouer un rôle extrêmement important dans l'élaboration. On sait très bien qu'on a 116 communes sur l'ensemble du territoire, et donc il faut créer une certaine émulation. Et donc, il peut y avoir des politiques publiques locales, et c'est à partir du plan d'aménagement du territoire, il peut y avoir des orientations du gouvernement, et il appartient maintenant aux élus locaux d'opérationnaliser un certain nombre de résolutions qui seront prises. Donc, les collectivités territoriales, le principe qui préside l'organisation administrative au Togo, c'est la décentralisation. Quand vous prenez l'article, je crois que 142, si j'ai bonne mémoire, de la Constitution, qui le dit, la République togolaise est divisée en collectivités territoriales, et il est administré par des élus locaux et qui sont élus au suffrage universel direct. Et donc, du coup, le principe d'organisation administrative, il est connu, c'est la décentralisation. Et donc, la décentralisation doit accompagner le plan d'aménagement vraiment du territoire. Donc, il faut créer également de l'investissement, parce que vous ne pouvez pas avoir un plan d'investissement public ou privé si vous n'avez pas un plan d'aménagement du territoire. Ce serait contre-productif. C'est-à-dire que vous aurez l'impression de dépenser, mais sans avoir des résultats tangibles. Parce qu'il n'y a pas de lisibilité. Il faut une cartographie quand même extrêmement claire. Aujourd'hui, on parle de la productivité agricole. Si vous n'avez pas un plan d'aménagement du territoire, vous ne pouvez pas cibler les zones agricoles les plus productives. Vous avez aujourd'hui des zones qui sont déclarées inconstructibles. Et donc, c'est le plan d'aménagement également du territoire qui permet de voir cette zone-là, dans 10 ans même être même dans une logique même d'anticipation. Dans une logique d'anticipation. Donc, je crois que, pour moi, hein, en tant que juriste, il y a une institution vraiment qui manque pour l'instant dans le plan même d'aménagement du territoire. C'est le Sénat. Vous savez très bien que le Sénat, juridiquement, représente les collectivités territoriales. Et donc, avec la mise en place, parce qu'il y aura des élections régionales, donc il y aura un Sénat, il doit y avoir normalement une commission spécialisée même d'un plan d'aménagement du territoire. Et les sénateurs,
les sénateurs qui représentent les collectivités territoriales, additionnés aux élus locaux, peuvent jouer un rôle extrêmement important dans ce plan. Donc aujourd'hui, nous devons avoir un plan et comme il l'a si bien dit, c'est le temps de la réflexion. Oui, il faut mener des réflexions et trouver les solutions les plus idoines. Maintenant, la phase de l'opérationnalisation, on l'attend. Et donc, il faut un suivi, mais un suivi rigoureux. Parce que si vous faites preuve de désinvolture dans l'application des résolutions prises dans ce plan-là, vous n'obtiendrez absolument rien. C'est-à-dire que vous aurez des résultats qu'on a eu au plan des délégations spéciales où on a maintenu des gens qui n'ont pas fait grand-chose. Je suis désolé de le dire. Et donc aujourd'hui, avec la décentralisation, parce que j'aimerais critiquer les élus locaux, mais ils sont là depuis quand? Donc c'est une première expérience. C'est une première expérience. Donc c'est pour dire tout simplement que chacun a son rôle à jouer, mais pourvu qu'on obtienne le document le plus vite possible et qu'on passe à la phase d'opérationnalisation sur l'ensemble du territoire. Oui, un peu quelque chose à ajouter par rapport à ce schéma national d'aménagement. C'est pour dire que si les gens se ruent, se végètent dans ce que nous appelons l'aménagement du territoire, c'est plus concerné, comme il a dit, au niveau des élus locaux, au niveau des maires et tout ça là aujourd'hui. Vous savez, même avec le désengorgement dont on en parle, ça a été dévolu, le rôle a été dévolu aux maires pour que c'est eux qui vont peut-être essayer d'aménager pour voir comment. C'est pourquoi chacun dans son coin cherche à bousculer à tout niveau, alors qu'il devait avoir une stratégie commune. En fait, c'est ce que je déplore. C'est-à-dire que si, d'un côté, il y a une mairie où un maire utilise sa stratégie, de l'autre côté, l'autre utilise une autre stratégie, ça n'amène pas le vivre ensemble, parce qu'il y aura des disparités. On dit, mais pourquoi lui, dans son milieu, c'est comme ça? C'est pourquoi, en principe, il faut définir des mécanismes, il faut mettre en place des mécanismes de comment des choses qui concernent l'ensemble des élus locaux. Ça ne doit pas être individuellement, chacun développe sa stratégie à son niveau. Ça va faire 2 poids 2 mesures. Et à mon niveau, à mon avis, je pense que cette façon de faire, ça risque même de peser beaucoup plus, puisque le rôle qui a été dévolu au maire aujourd'hui, c'est un rôle essentiellement important, parce que, vous savez, l'histoire retient une chose. C'est vrai que ce dont il s'agit, parlant d'aménagement, parlant de désengorgement, il faut casser et tout, mais je vous dis, les gens ne voient pas le bien fondé de la chose aujourd'hui. C'est demain, ils vont voir. Mais souffrez que je vous dise que les élections vont approcher. Mais l'homme est quoi? Il n'attend pas ce qu'on lui dit aujourd'hui, il serait bien. Mais il dira que c'est eux qui cassaient nos trucs et qui faisaient choses. Non, il faut qu'on élabore un document. Sur le document, qu'on suive comment il faut faire pour amener le désengorgement. Mais de grâce, les gens ne doivent pas développer des stratégies uniquement à leur niveau pour aller contre cette manière de faire, pour aller vers cette manière de faire. Non, à mon avis, c'est un appel, je lance, pour que, à partir de ce plan, enfin, à partir de ce schéma national d'aménagement, que les gens s'inspirent du document. Dès qu'il a déjà été élaboré, qu'on s'inspire de ce document-là, pour que dorénavant, que nous n'ayons pas ces problèmes de tel maire a été victimisé, tel maire a été victimisé. Non, c'est vrai que vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre quand même nos tentacules pour corriger ce qui n'a pas été bien hier, mais nous voulons le faire dans une quiétude, puisque le vivre ensemble a été prôné depuis. Il faut quand même, qu'en posant un acte, qu'on pense à se vivre ensemble là. C'est vrai que c'est difficile pour... vous savez, ce qui se passe là, ce n'est pas une gaieté de cœur. Pour que des familles se retrouvent dedans, qu'on ne trouve pas des stratégies les plus adaptées pour le faire, je pense à mon niveau que ce n'est pas une bonne chose. Mais vivement que les voix les plus indiquées puissent nous écouter pour trouver mettre un peu de bémol dans ce qu'il fait, pour trouver de la quiétude, donner de la quiétude dans la population. Chers amis, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau Achirafo Orosabon. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, merci bien. Juriste de formation, homme politique du PDP. Merci également à vous, chers confrères, comme Valentin Mayaba. Vous êtes le directeur de publication de Le Symposium. Vous êtes également le président de AJO7. On se retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. Merci à nos chers amis, toujours scotchés à New World Info. À très bientôt.